Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire économique. Alors, la pandémie du coronavirus, on en parlera très certainement pendant des mois encore, du moins en ce qui concerne ses effets dans différentes activités humaines. Pour aujourd'hui, nous allons passer à l'acte 2, les conséquences de cette pandémie sur le quotidien des artistes musiciens gabonais, sachant que nous avions déjà débattu de cette problématique avec d'autres artistes. Notre invité du jour est un artiste, compositeur, éditeur, interprète très connu, mais que peut-être les nouvelles générations connaissent très peu, justement. Pour nous rafraîchir les méninges et situer nos auditeurs, nous vous invitons à partager un bout, pour ne pas dire un extrait, de l'artiste musicien Marcel Djabio dans le titre Melili Mekoni, sorti en 1981. So mobuye mesili motue mesili nakame meyimu metolo lilo meki metolo lila basoe melili 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 mekoniye mama obele si mebunga ngomba mama 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 melili melili mekoniye. Encore une fois, nous voulons indiquer pour la gouverne de nos auditeurs que lorsque l'on a parlé des artistes musiciens dans Gabon Echo, d'aucuns auraient pu s'étonner de ce qui pourrait a priori ressembler à une intrusion. Juste rappeler que tout être vivant, parce qu'il pose des actes économiques en consommant ou en faisant consommer, etc. Bref, les artistes musiciens sont des acteurs économiques à part entière. Et leur activité a un fort impact économique, allons-nous dire. C'est ainsi que nous avons voulu en savoir plus de ce qu'ils deviennent depuis l'essor de cette pandémie et mieux de savoir qu'est-ce qu'il en sera à l'issue de cette crise aux répercussions ô combien désastreuses. À plus d'un titre. Avec moi, comme à l'accoutumée, Fabien Guy Ankevele. Bonjour Fabien. Bonjour Gérard Malécou. Alors comme on disait tout à l'heure, nous allons recevoir ce jour Monsieur Marcel Djabio. Et Marcel, j'ai envie de dire, est-ce que la présentation a été assez complète ou très complétée pour la jeune génération qui a pu déguster tout à l'heure un des titres? Beaucoup de jeunes ne connaissent pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que peu de jeunes... Qui est Marcel Djabio? Marcel Djabio, justement, vous l'avez dit, c'est un artiste musicien, auteur, compositeur, arrangeur, ingénieur de son, producteur, éditeur, et puis il a fait un tour dans le théâtre, et c'est également un conteur. Donc, on va dire en un mot, un homme de culture, tout simplement. Oui, alors Marcel Djabio, les effets de la pandémie du coronavirus sur le quotidien des artistes musiciens gabonais, qu'est-ce que ce thème vous inspire? Le thème m'inspire beaucoup de choses. La première chose que ce thème m'inspire, c'est le silence des autorités face à une classe sociale qui semble être complètement ignorée, alors que on les sollicite à tout moment, soit pour des cérémonies officielles, soit pour des manifestations culturelles organisées à travers le ministère de la Culture, je veux dire la fête des cultures, Gabon 9 provinces, soit pour animer des mariages, des cérémonies familiales, etc. Et nous sommes donc tout à fait surpris de constater que dans toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, depuis le mois de février, date à laquelle la pandémie a atteint notre pays, au fur des interventions aussi bien du président du COPIL, qui est le Premier ministre, que des membres du COPIL, que du gouvernement, dans toutes ses composantes, aucune ligne n'est réservée aux acteurs culturels dans l'ensemble et surtout aux artistes musiciens qui, pour vivre,
Marcel Djabio veut donc dire que le gouvernement ne vous a pas associé, même dans les messages de sensibilisation, pour participer à la lutte contre le coronavirus. Non, du tout, mais vous vous en rendez bien compte. Le gouvernement n'a pas associé justement ces communicateurs que sont les artistes musiciens à cette campagne. Il ne les a non plus associés dans les mesures d'accompagnement prises pour les autres secteurs. Parce que sans vous couper la parole, justement, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire ou le Sénégal et même au Cameroun à côté, il y a eu des initiatives soit au niveau du gouvernement ou des municipalités qui sont des émanations du gouvernement pour aider un temps soit peu les artistes, j'allais dire, à la dérive. Oui, bien sûr, c'est ce que nous déplorons. C'est à croire que dans notre pays, les artistes ne sont bons qu'à servir aux événements que j'ai cités plus haut. Et quand arrive une crise comme celle-ci, on les ignore complètement. Ils ne font pas partie intégrante de la société. Leur participation au développement économique est, semble-t-il, ignorée. Peut-être parce qu'il n'est pas mesuré. Et s'il n'est pas mesuré, ce n'est pas la faute des acteurs, c'est la faute de ceux qui sont chargés de mesurer l'impact des activités des uns et des autres sur notre économie. Mais justement, M. Marcel Djabio, il est reproché justement aux artistes de manquer d'organisation. Oh, c'est un reproche qui ne marche pas, qui ne tient pas. C'est un alibi utilisé justement pour se dérober des responsabilités que l'État a vis-à-vis d'une communauté, d'un secteur économique. Il y a plusieurs associations et fédérations qui existent. Donc, qui dit association, qui dit fédération, dit organisation. Maintenant, les artistes étant constitués en organisation, on va dire civile, c'est maintenant à l'État, à travers le ministère de la Culture, de pouvoir tenir compte de ces associations et fédérations, de les intégrer dans leurs activités, n'est-ce pas? Et puis, en des temps comme ceux-ci, les inviter à échanger et à exprimer leurs préoccupations, sinon à les solliciter pour que, comme vous l'aviez souligné, ils participent à la campagne contre la pandémie. Mais malheureusement, on a observé un silence de toutes parts qui surprend tout le monde. Avant de continuer de parler un peu de l'impact du coronavirus, cela va par exemple vous aider de mieux parler du sujet parce que le coronavirus a emporté quelques grands artistes comme Manu Dibango ou encore Orlus Mabele. Oui. Comment avez-vous ressenti l'annonce de cette triste nouvelle? Comme on ressent toutes les tristes nouvelles lorsqu'elles touchent des personnes que vous avez connues pour certains et dont la renommée a dépassé les limites de leur famille et qui appartiennent justement à votre secteur. Il faut dire que tous les musiciens forment une famille et des personnalités comme celles que vous citez ont inspiré beaucoup d'artistes et lorsque une source d'inspiration s'en va, vous pouvez bien imaginer ce que ça peut provoquer dans l'âme d'un artiste. Peut-être qu'on n'avait pas encore assez puisé et voilà qu'il s'en va, c'est le désarroi. Marcel Djabio, vous avez dit que vous êtes producteur, éditeur, et aujourd'hui, les maisons d'édition ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'il y a un groupe d'individus qui a été mis au chômage. Comment aujourd'hui pouvez-vous occuper ces gens-là? Et quel message avez-vous pour interpeller encore une fois de plus les plus hautes autorités pour aider tous ceux qui sont autour des artistes? Parce que quand on parle des musiciens, il n'y a pas que celui qu'on écoute. Il y a un groupe d'individus qui travaillent avec cela. Bien sûr, mais c'est justement ce que nous déplorons, la méconnaissance du secteur culturel, et notamment l'activité qu'il y a autour, par exemple, d'un artiste chanteur. On pense qu'un CD qu'on écoute à la radio, un clip qu'on regarde à la télévision, ça se limite à l'acteur principal, alors qu'autour il y a, justement, nous parlons d'économie culturelle. Absolument. Et l'artiste chanteur lui-même est un acteur économique en tant qu'individu, parce que pour réaliser son œuvre, il s'entoure d'une équipe. Il sollicite des services. Et ces services, donc, permettent d'octroyer des emplois à certains. Un artiste chanteur, par exemple, doit avoir une équipe de travail, un manager, un impresario, un chargé de questions juridiques, etc. Un attaché de presse. Un attaché de presse. Donc, il a déjà cette équipe-là qu'il entretient. Bon, maintenant, à côté de cela, il va sans dire que s'il fait dans le spectacle, il va avoir des danseuses, des chorégraphes. Ouais. Peut-être des maquilleurs, des metteurs en scène. Tout ce monde travaille avec lui. Et c'est des gens qui le rémunèrent.
Maintenant, lorsqu'on parle de la production, de l'édition, si vous allez dans un studio, il n'y a pas que l'ingénieur de son. Il y a quelqu'un qui entretient l'équipement, donc un technicien qui entretient les équipements. Il y a une ménagère, il y a un électronicien, il y a une ménagère, il y a autour de lui un assistant, etc. Donc, c'est des gens qui l'emploient. Si c'est un éditeur, vous comprenez très bien que l'éditeur est, si vous voulez, un des employés même de l'artiste-chanteur. Parce que le producteur, quand il a produit, il prend l'œuvre, il le remet à un éditeur, mais c'est l'œuvre du chanteur qui va donc être prise en charge par un éditeur qui, lui, va aller vers une imprimerie, va aller vers un producteur de CD, etc. Donc ça fait travailler plein de monde. Et comme tout est arrêté, vous imaginez bien le nombre de personnes qui sont depuis 5 mois sans activité, même si il semble qu'au niveau national, les choses ne bougent pas. Pourtant, ça bouge, mais comme personne ne jette un regard sur ce qui se fait du côté artistique et culturel, on ignore véritablement ce que cette activité représente. Mais concrètement, quelle action avez-vous posée à l'endroit de votre tutelle, concrètement? Est-ce que vous pensez que les entreprises qui ont bénéficié des mesures décidées par le gouvernement sont allées vers le gouvernement? Pourquoi est-ce que on voudrait soumettre l'artiste à toujours cette mendicité? Pourquoi c'est l'artiste qui doit aller vers... Est-ce parce qu'on ignore son existence? Si les entreprises, les autres membres de la société et même les personnes reconnues économiquement faibles ne sont pas allés vers le ministère des Affaires sociales pour solliciter quoi que ce soit, ne demandons pas quand même aux artistes de le faire. Est-ce que c'est pour les réduire à moins que rien ou simplement parce qu'on a réussi à démontrer qu'on les ignore crânement? Oui, mais justement, Marcel Diabio, est-ce que cette situation, cette pandémie ne met pas à nu vraiment la faiblesse, j'allais dire, le statut de l'artiste musicien gabonais? Justement, c'est à ce niveau que les artistes eux-mêmes doivent prendre conscience de ce que le statut de l'artiste, qui est un texte en sommeil au Parlement, en attente de la convocation d'une commission mixte paritaire de 2 chambres pour statuer, étant donné que ce texte a été adopté en avril 2018 par l'Assemblée nationale avant sa dissolution, voté également par le Sénat en mai 2019, il se trouve que ce texte n'a pas été voté en termes identiques. Ce qui oblige donc les 2 chambres du Parlement à se retrouver en commission mixte paritaire. Cette commission mixte paritaire doit être convoquée par le Premier ministre. De 2018 à aujourd'hui, ce texte dort au Parlement et le gouvernement ne lève pas un seul petit doigt pour régler cette question. C'est un statut qui reconnaît aux artistes et aux acteurs culturels leur place dans la société. Peut-être que l'absence de ce statut est à l'origine de ce que l'État considère comme étant une activité informelle. Donc, que l'on fasse de la musique, que l'on soit peintre, que l'on soit sculpteur, nous faisons dans l'informel, selon l'État, parce que nous ne sommes reconnus par aucun texte. Si l'État veut que les artistes payent des taxes lorsqu'on a des revenus, il faut justement que l'État organise le secteur. Et un des textes qui permet d'organiser ce secteur, c'est justement ce statut. Parce que dans ce statut, il est défini le rôle de chacun, entrepreneur culturel, artiste professionnel, etc. Et puis à côté de cette loi, des décrets suivraient pour organiser le secteur de manière à ce que toute activité menée soit génératrice de taxes, peut-être pas à 100%, étant donné que le rôle de l'artiste n'est pas seulement d'animer la cité comme on le croit, mais c'est un acteur économique d'une part. Sur le plan politique, c'est un conscientisateur. Il permet donc de participer à la paix dans un pays. C'est également quelqu'un qui nous amène à ne pas oublier nos sources, donc nous rappeler nos valeurs culturelles, etc. La critique d'un artiste sur le plan politique peut amener les gouvernants à redresser la barre pour répondre aux aspirations du peuple plutôt que de s'en éloigner. Donc il a un rôle important dans la société. Et si l'État reconnaît ce rôle, il va de soi que, en matière de taxes, une bonification lui soit accordée, même si ça ne représente pas grand-chose, mais c'est au gouvernement d'organiser le secteur. Quand on parle de droit d'auteur au Gabon, est-ce que cela vous paraît comme
une bonne nouvelle ou bien c'est toujours mal organisé? Parce qu'à un montant soit peu, on a vu à l'époque du ministre Alain-Claude Bilebinze que les artistes percevaient quelque chose, même si c'était pas ça. Mais qu'est-ce que cela vous inspire quand on parle de droit d'auteur au Gabon? Pourquoi ça marche chez les autres et pas chez nous? Ben écoutez, ça marche certainement chez les autres, mais pas toujours. Il y a également des pays dans lesquels ça ne marche pas comme cela devrait l'être. Bon, mais pour ce qui est du cas du Gabon, je crois que nous revenons toujours dans l'ignorance des gouvernants de certaines questions. Ils prennent des décisions sans se rapprocher des techniciens, des personnes concernées pour avoir plus d'explications sur ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pour prendre le cas du Bugada, donc le Bureau gabonais de droit d'auteur, pour moi c'est une bonne chose. C'est des luttes que nous avons menées pendant longtemps pour y parvenir. Donc la création du Bugada a été reçue par tous les artistes comme étant une bouée de sauvetage, puisque les œuvres des artistes aussi bien gabonais qu'étrangers ont toujours été exploitées dans notre territoire sans que leurs droits ne leur soient reversés. Votre maison est bien championne parce que depuis 1972, date de la suspension du contrat avec la SACEM, la RTG, aussi bien la télévision que la radio, n'a plus jamais reversé un centime en matière de droit d'auteur. Peut-être que ça a repris dernièrement, mais vous voyez un peu le temps que ça a pris. Donc, lorsque le Bureau gabonais de droit d'auteur est créé, c'est avec enthousiasme que les artistes reçoivent cette nouvelle structure. Mais il y a de dessous que certains n'ont pas pu mettre sur la table. Déjà, quand on crée un bureau de droit d'auteur, c'est une entreprise, en fait, c'est une société. On dit d'un bureau de droit d'auteur, c'est un organisme de gestion collective. Ça veut dire que il y a la nécessité d'octroyer ou sinon de doter cette structure d'un capital de départ qui lui permettrait d'avoir son fonds de roulement, de s'équiper, de recruter le personnel qui lui est nécessaire, s'il le faut, de procéder à la formation de ces cadres avant de se déployer sur le terrain. Malheureusement, lorsque le Bugada est créé, tenez-vous bien, il est créé en 2013. Sa première subvention provenant de l'État, il la reçoit en 2015, deux ans après. Bon, encore que ce que le Bugada reçoit ne représente pas grand-chose, parce que jusqu'à aujourd'hui, si vous allez au Bugada, vous verrez qu'ils n'ont même pas un véhicule pour faire le tour des utilisateurs afin de percevoir la redevance. En termes d'équipement, normalement, toutes les radios, télévisions et autres diffuseurs devraient être suivis pour permettre d'élaborer et de confronter les listes de publication, de diffusion des œuvres. Or, si vous allez au Bugada, ce que vous allez trouver, c'est un bureau pour le directeur, un bureau pour la secrétaire, et puis un espace commun où il y a une grande table et tout le monde est autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas suivre au quotidien l'exécution publique à travers les médias des œuvres des artistes. Et si on se tient maintenant sur la collecte sur le terrain, effectivement, c'est à ce niveau-là où se pose le problème parce que on entend parler du Bugada, mais comment la redevance se collecte? Oui. C'est là où on a envie de bien connaître le mécanisme du Bugada. Justement, la redevance se collecte en allant vers les utilisateurs d'une part, qui au préalable ont été recensés et qui ont obtenu l'autorisation de diffusion des œuvres, et en ce moment-là, on va vers eux collecter. Et quand c'est collecté, ça doit être suivi d'une playlist. C'est sur la base de la playlist que l'on peut savoir le nombre de diffusions qu'a subi telle œuvre de tel artiste. Quelle a été la durée d'exploitation de son œuvre ici et là, totalisée, ça fait combien de temps est-ce que son œuvre a été utilisée pendant la période de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ce calcul fait avec les tarifs qui sont réglementés par les décrets 452 et 453 permet donc de définir le montant à reverser à chacun. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne suffit pas d'avoir adhéré au Bugada pour prétendre bénéficier de la redevance. Il faut que vos œuvres au préalable soient exploitées publiquement et que cette exploitation ait donné lieu au versement de la redevance qui vous est redistribuée. Or, en l'état actuel des choses,
il est extrêmement difficile pour le Bugada de fonctionner de cette façon-là parce que n'ayant pas les moyens financiers, humains et techniques pour le faire. Vous avez fait allusion à la distribution que monsieur Alain-Claude Billy-Visé avait faite. J'avais appelé ça le partage. La répartition du droit d'auteur, ce n'est pas le partage. Il s'agit de redistribution. Alors, ça veut dire repartition. Et la repartition se fait au prorata du temps d'exploitation de l'œuvre de chacun. Si votre œuvre n'a pas été exploitée du tout, vous n'avez droit à rien. Donc, il n'y a pas de raison que pour mon ancienneté, dans la musique, je puisse avoir un montant plus élevé que celui de Chanel, qui passe mieux, alors que mes chansons, on les entend rarement. Celles de Chanel sont écoutées ici et là. C'est à ce niveau que le Gabonais ne comprend pas. Alors, vous comprenez que c'est injuste. Ce n'est plus de la répartition, ça devient du partage. Alors, on partage à la tête du client en fonction de ce qu'on pense, et puis c'est injuste. Et en même temps, on peut pas vivre de cela aussi, hein, ce partage-là qui était vraiment... Oui, mais de mon point de vue, si ça ne tenait qu'à moi, d'ailleurs, je n'étais pas venu à cette cérémonie parce que je m'y étais opposé. Si mon avis avait été véritablement sollicité par tous, je ne serais pas venu à cette cérémonie et j'aurais souhaité plutôt que cette manne fût renvoyée au Bugada pour permettre au Bugada de s'équiper d'un minimum pour procéder à une collecte plus importante des redevances, de manière à ce que, à la prochaine étape, avec toutes les dispositions conventionnelles prises, les acteurs culturels reçoivent quelque chose de plus consistant, leur permettant de répondre à certains de leurs besoins. D'ailleurs, les textes disent que la répartition doit se faire 2 fois par an. Or, là, nous avons fait un partage une fois, et depuis lors, il n'y a plus rien, on n'en parle plus. Et aujourd'hui, il y a les artistes qui ont esté en justice le Bugada pour non-versement de ces droits d'auteur. Est-ce que cela veut dire que le Bugada a de l'argent qu'il n'arrive pas à verser aux artistes? Mais c'est justement ce que je suis en train de dire. Vous savez, à plusieurs niveaux, il y a des éléments que certains ne maîtrisent pas. Peut-être parce que le Bugada ne communique pas assez, et je le crois. Je le crois parce que certes, le Bugada a dû collecter des redevances ici et là, mais qu'est-ce que ça représente? C'est pas grand-chose. Hein. Je ne dévoile pas un secret, oui, mais je crois savoir que les sommes collectées en 2018 doivent représenter la somme d'à peu près, enfin une vingtaine de millions. Bon, voilà, autour de 20 millions. Bon, si les 20 millions, vous enlevez les 30% qui doivent être retirés pour le fonctionnement du Bugada, vous enlevez les 10% pour le fonds social et de promotion culturelle, vous arrivez à vous partager 60% de ces 20 millions. Alors, si vous prenez 60% de ces 20 millions et que vous avez, je sais pas, 200 artistes ou 300 qui vont se partager cette somme, ça représente quoi? Ça ne représente absolument rien du tout. Bon, maintenant, certains ont dit que cette somme n'existerait plus parce que au Trésor, constat a été fait que le compte a été vidé. Or, j'aimerais le dire à l'attention de mes collègues, pour avoir passé quelques années au ministère des Finances, je sais exactement comment ces choses se passent. Il se trouve que le Bugada, à sa création, avait un compte logé à la caisse de dépôt et de consignation, qui, à sa création, avait pris sur elle de loger tous les comptes des établissements publics et même des collectivités locales. Tout à fait. Bien. Maintenant, avec le FMI qui a demandé à l'État en 2018 de respecter l'unicité des caisses, oui, n'est-ce pas? Alors, il a fallu donc fermer tous ces comptes qui étaient à la caisse de dépôt et de consignation pour les ramener au Trésor public. Mais le Trésor n'est pas une banque. Le Trésor, c'est une caisse. Bien sûr. Or, le Trésor, en tant que caisse, a un compte à la Banque centrale. Alors, puisque tous ces comptes qui étaient à la caisse de dépôt et de consignation doivent être logés désormais au Trésor, pour le Trésor, il va falloir créer des sous-comptes, n'est-ce pas? Mais il ne les crée pas au Trésor parce qu'il n'est pas une banque, il les crée à la Banque centrale. Alors, que fait-il donc des sommes revenues
de la caisse de dépôt et de consignation. Eh ben, il les enregistre dans des comptes qu'on appelle comptes de transition. C'est des comptes de transition en attendant que la Banque centrale puisse ouvrir un sous-compte pour chaque établissement public, pour chaque collectivité locale. Et il se trouve justement que quand l'argent rentre dans un compte de transition, il reste pas pour la vie. Il reste pour le temps de la création du sous-compte. D'accord. Donc, il entre et puis il est appelé à sortir. Si vous venez après sa sortie, c'est normal que le sous-compte qui a été créé se retrouve vide. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est clair. Donc, c'est tellement simple. Les artistes vont mieux vous comprendre. Voilà. Donc, maintenant, le compte du Bugada n'est plus à la caisse de dépôt de consignation. Il se retrouve maintenant dans un sous-compte à la Banque centrale. La Banque centrale. Voilà. Un sous-compte du compte du Trésor public à la Banque centrale. Ça veut dire que c'est à ce niveau-là que les artistes doivent faire l'audit du Bugada pour mieux comprendre. Bon, mais maintenant, non, je pense qu'il doit plutôt s'instruire. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que en novembre 2018, le gouvernement décide de supprimer l'ANPAC. Or, en supprimant l'ANPAC, le gouvernement a de facto supprimé le poste comptable de l'ANPAC. Il faut signaler que l'ANPAC, c'est l'Agence nationale de la promotion culturelle. De la promotion artistique et culturelle. Oui. Or, l'ANPAC était donc l'établissement à qui appartenait l'agent comptable qui gérait le Bugada. Voilà. Donc, le poste comptable a été créé à l'ANPAC. Et étant donné que le Bugada a été créé, le musée, le théâtre national, l'ENAM, alors cette agence comptable de l'ANPAC gérait, en dehors de l'ANPAC, d'autres entités dont le Bugada, le théâtre national, le musée national, l'ENAM, etc. Donc la suppression de l'ANPAC, n'est-ce pas, a eu pour conséquence la suppression du poste comptable, laquelle suppression a eu comme conséquence l'absence d'agent comptable au niveau du Bugada pour pouvoir procéder justement au décaissement de ces fonds et procéder au partage. Et en termes d'orthodoxie financière, on est complètement à côté, là. Mais ce n'était plus possible de le faire. Et ce n'est pas le directeur général qui est habilité à aller au trésor récupérer de l'argent. C'est l'agent comptable. Ouais. Lui, il est ordonnateur. Il ordonne la dépense. Et celui qui exécute la dépense, c'est l'agent comptable. Gabon Eco, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Les effets de la pandémie du coronavirus sur le quotidien des artistes musiciens, tel est le thème de ce jour. Madame, monsieur, vous êtes bien sur Gabon Eco qui reçoit ce jour monsieur Marcel Djabio. Avec moi, Fabien Guy Onkevele à la prise de son et à la réalisation chez Limanea. Alors, justement, Marcel Djabio, nous avons fait un peu le tour de ce problème du Bugada, pourquoi il ne marche pas. Mais est-ce que on va pas encore revenir sur le problème de l'organisation même des artistes eux-mêmes, c'est-à-dire que la prise en charge des artistes eux-mêmes. Est-ce que à partir de ce niveau, bon, on a vu des initiatives, vous l'avez dit à l'entame de votre prise de parole, par exemple avec les balles poussières, la grande nuit des Jeux Neufs, je crois que c'était bien ça. Oui. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, on se rend compte que Gabon 9 provinces. Gabon 9 provinces encore est une initiative de l'État gabonais. Mais
avec l'absence, n'est-ce pas, de toutes ces initiatives, cela ramène l'artiste musicien quasiment, je l'ai dit au début de mon propos, à la rue. Bien sûr. Pour compléter la question, Marcel Djabio de Logis Malekou, cela nous amène à demander, est-ce que le musicien gabonais, l'artiste gabonais, croit qu'il peut vivre de son art. De son art? Bien sûr, il peut vivre de son art pourvu que toutes les mesures soient prises pour lui permettre de vivre de son art. Vous pouvez pas imaginer un pays comme le Gabon où pour faire un concert, on est obligé d'aller squatter en France. Parce que avec l'absence de salle de spectacle... Nous n'avons pas de salle de spectacle, il n'y a pas d'espace réservé à l'expression artistique et culturelle. Dites-moi, nous avons des grands peintres ici. Dites-moi où sont exposés leurs œuvres, leurs tableaux, leurs sculptures. Elles sont exposées où? Même nos masques et autres. Nos masques et autres. Hein? Nous avons des artisans qui fabriquent pas mal de produits. Où sont-ils exposés? Or, s'il y avait des espaces d'expression qui permettaient à ces gens de rendre public leurs œuvres, eh ben, tenez-vous bien, si celui qui tient une caisse de cigarettes et de bonbons, hein, dans un carrefour peut louer sa maison et vivre décemment, mais ne dites pas que c'est quelqu'un qui vend des œuvres artistiques qui mourrait de faim. On ne demande à l'État que de construire des infrastructures pour permettre justement à l'activité culturelle d'être en ébullition. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des artistes qui prestent régulièrement dans les cabarets, dans les restaurants, au cours des mariages et tout ça. Ça leur permet de tenir un tant soit peu. Mais depuis 5 mois, ils ne peuvent même plus se retrouver dans un bar tous les week-ends pour animer des soirées et jouir des recettes de ces soirées-là. Vous comprenez donc à quel niveau ils sont réduits. Certains sont revenus chez les parents parce que en incapacité d'assurer le paiement de leur loyer, comme d'habitude. Alors, l'État, il faut le dire, l'État a fait preuve d'injustice en priorisant certaines catégories et en ignorant complètement ceux qui sont souvent sollicités à des occasions multiples. Pour ma part, j'espère que les artistes eux-mêmes prennent acte et sauront rendre la pièce le moment venu. Marcel Djabio, la piraterie a toujours été un goulot d'étranglement pour les artistes musiciens gabonais. Aujourd'hui, on parle de la mise en ligne des œuvres. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient aujourd'hui? Parce qu'on sait que la mise en ligne de certaines œuvres artistiques constitue aussi une forme de publicité, mais en même temps, un manque à gagner pour les artistes. Ça ne va pas nous permettre, par exemple, quelqu'un qui est à OIM, qui n'a pas l'outil informatique, d'acheter votre cassette ou votre CD. Bon, écoutez, l'outil informatique, on va dire la numérisation, n'est pas une mauvaise chose. Il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez télécharger des œuvres, mais lorsque vous les téléchargez, vous les prenez gratuitement. Mais il y en a où les œuvres ne peuvent pas être téléchargées gratuitement. Vous êtes obligé de payer. Et si vous payez, il y a encore d'autres plateformes où ce que vous payez ne vous autorise pas, bien que vous avez téléchargé, à l'avoir dans votre téléphone. Vous ne pouvez avoir accès, vous payez une redevance, cette redevance vous autorise donc à avoir accès à l'œuvre autant de fois que vous voulez, même quand vous êtes déconnecté. Maintenant, il y en a qui, par ignorance de toutes ces procédures, publient simplement leurs œuvres sur la toile, juste pour faire, soi-disant, leur promotion. Mais ils le livrent donc à la piraterie. Et si l'œuvre est intéressante, ben chacun l'enregistre, la télécharge et en fait ce qu'il veut. Il y en a qui gravent même des CD et les vendent encore. Et exactement. Est-ce que cette numérisation est un facteur de lutte contre le coronavirus parce qu'il n'y aura plus de contact? Bon, mais ça existe avant le coronavirus. Non, c'est plutôt une adaptation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au titre des goulots d'étranglement, justement, qui empêchent l'artiste... Oui, vous parlez de la piraterie. Tout oui, à fait, mais la piraterie, ce n'est pas un fait simple du numérique. La piraterie, elle est sur le terrain. Si vous faites un tour dans la ville, vous verrez, surtout en début d'après-midi, des gens passer avec des DVD, des CD. Et des CD. Vu aussi de tout le monde. Oui, aussi de tout le monde. Quand les bars fonctionnent, les terrasses des bars sont envahies par ces genres de personnes qui arrivent avec des œuvres gravées sur des supports qui ne sont pas d'origine. Et notre souci, lorsqu'on a parlé un peu de la redevance que le Bugada avait le droit de collecter, nous avons notre manière de faire ici en Afrique. Est-ce que lorsque, par exemple, une télévision ou une radio diffuse l'œuvre d'un artiste, le Bugada peut prendre le droit que une chaîne ne publie plus, tout simplement parce qu'il ne paye pas. Ça peut arriver, mais nous n'avons pas le contrôle. Par exemple, les discothèques
Ils doivent payer les redevances lorsqu'ils utilisent les artistes. Là aussi, il n'y a pas les moyens de contrôle. Mais bien sûr, les discothèques, les bars. Les discothèques. En fait, même les personnes privées, en fait. Il y a justement un décret qui fixe la tarification en fonction de l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques. Oui. Donc, sur la base de ce décret, il se trouve que, par exemple, pour les chaînes de radio et de télévision, c'est 1% du budget général de la chaîne. Oui. Donc, maintenant, ce 1% du budget, comment est-il reparti? Ça veut dire que, normalement, le Bugada devrait vous déposer ici un formulaire, une fiche d'exploitation. À l'époque, il y a de cela plusieurs années, lorsque la SACEM s'en occupait, il y avait ce qu'on appelait les fiches de régie, les feuilles de régie. Le technicien, comme la dame derrière la baie vitrée, chaque fois qu'elle diffuse une œuvre, elle met le nom de l'artiste, le titre, la durée de la diffusion et l'heure. Donc, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa tranche, quelqu'un d'autre arrive, continue là. Et ces fiches-là sont envoyées donc au bureau de droit d'auteur. Et le bureau de droit d'auteur va donc faire le calcul pour savoir combien de temps l'œuvre de tel artiste a été diffusée dans telle chaîne de radio ou dans telle chaîne de télévision. Bien, à ce moment-là, les 1% du budget qui ont été payés par la chaîne vont être repartis entre ces personnes qui ont été diffusées dans cette chaîne. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et pareil pour les autres chaînes de radio. Et puis bon, le cumul de tout ça constitue donc la somme à verser à l'artiste. Et c'est pareil pour les boîtes de nuit. Le technicien, le DJ de la boîte de nuit, en général, il a une playlist. Cette playlist doit être à la fin de chaque soirée, être récupérée par des agents du Bugada pour être dépouillée le lendemain. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le Bugada n'a même pas un véhicule, donc ne peut même pas faire le tour des boîtes de nuit puisque les boîtes de nuit n'ouvrent pas de jour. Et des exemples comme ça, on pourra en avoir. Maintenant, pour ce qui est des bars, c'est des forfaits. Ce sont des forfaits. Et ces forfaits-là seront donc repartis selon la tendance. Quel est l'artiste le plus en vogue quand on fait le tour? On se rend compte que tel a été diffusé le plus possible, donc c'est celui à qui ces redevances pourraient donc qui pourrait profiter d'une part plus importante de ces redevances récupérées de manière forfaitaire, etc. Mais c'est technique, c'est faisable, pourvu que on puisse avoir les moyens d'aller sur le terrain, de remettre aux chaînes de radio, de télévision, aux magasins et autres les formulaires qui serviraient de playlist pour contrôler toutes ces diffusions. Mais mieux, je vous disais que normalement, le Bugada doit avoir une salle de contrôle, comme à la haute autorité de la communication pour suivre aussi bien les émissions radio que les émissions télévisées et veiller à noter n'est-ce pas, les nombres de diffusion des œuvres artistiques et culturelles, qu'elles soient musicales, théâtrales, etc. Marcel Jabio, il y a un auditeur qui veut savoir si aujourd'hui le Bugada n'arrive pas à tenir. C'est tout simplement parce que les Gabonais ne consomment pas beaucoup plus la musique gabonaise, ils consomment beaucoup plus ce qui revient d'ailleurs. Et ce qui revient d'ailleurs au Gabon ne paye pas le droit d'auteur parce que on écoute la musique française, la musique américaine. Et aujourd'hui, est-ce que cela peut ramener au Bugada de faire de la sensibilisation pour que l'œuvre d'un Gabonais soit mieux écoutée chez lui? Parce qu'on le constate, on n'écoute pas la musique gabonaise. Bon, on peut le dire comme ça, on n'écoute pas assez. C'est qu'on a posé la question, est-ce qu'un artiste gabonais peut vivre de son art? C'est un musicien. On n'écoute certainement pas assez la musique gabonaise, oui. Mais je pense que les médias sont complices de cet état de fait. Pourquoi? Parce que sensibiliser ces médias. Les médias doivent d'abord déjà avoir... Les médias devaient même avoir un quota. D'abord, avant même que les quotas, c'est des règles qu'on fixe. Oui. Mais d'abord, je suis Gabonais. Qu'est-ce que je veux consommer, moi, en tant que Gabonais, et en tant que média, qu'est-ce que je veux faire consommer au peuple? La diffusion des œuvres étrangères au détriment des œuvres locales est un handicap. C'est un handicap d'abord parce que c'est le rôle des médias. C'est le rôle des médias de faire la promotion des œuvres locales. Ce qui n'est pas le cas. Il y a comme un manque d'esprit patriotique dans nos médias.
qui favorisent plus les éléments venant de l'extérieur que ceux qui sont produits localement. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, il faut savoir que, effectivement, pour que les médias ne favorisent pas cette propension à diffuser des œuvres extérieures, il faut naturellement que l'État, à travers la haute autorité de la communication, puisse surveiller les programmes des médias pour que ces programmes répondent à un certain quota de diffusion réservé aux œuvres nationales. Il se trouve malheureusement que ce quota était bel et bien fixé dans le code de la communication ancien et que malheureusement dans le nouveau code de la communication, cette disposition a été extraite et remplacée par la formule habituelle des dispositions seront réglementaires, seront prises. Alors ces dispositions réglementaires donc incombent non pas aux artistes, non pas au Bugada, mais plutôt au ministère de la Communication. Il serait donc bon que le ministère de la Communication revienne sur cette disposition, prenne un décret qui fixe ces quotas et que ces quotas soient respectés par les différents médias afin d'accorder plus de place à la diffusion des œuvres nationales. Il s'agit d'une question aussi de souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas seulement lorsqu'il s'agit des affaires politiques. La souveraineté, c'est aussi de pouvoir protéger ce qui relève de notre culture, de nos arts. Et dans cette dialogue, nous avons cité un certain nombre de freins à l'essor ou du moins l'épanouissement des artistes musiciens gabonais, l'absence de salles, l'absence de l'accompagnement du ministère de la Culture, la piraterie, entre autres. Mais est-ce que la disparition des orchestres aussi n'est pas un facteur qui réduit le champ d'action des artistes? Mais c'est l'élément... Parce qu'aujourd'hui, à Libreville, aujourd'hui au Gabon, on a peut-être que d'autres raisons. C'est l'élément d'origine qui a porté un grand coup à la musique gabonaise. Si vous vous souvenez des années 60, au sortir des indépendances, on avait beaucoup d'orchestres, au Kenegro, Negro Tropical, Alliance Rythme, les Bantous, au Fouga Jazz, etc. Il y avait plein d'orchestres. Et les musiciens, ils s'ennuyaient pas du tout. Et puis, chaque jeudi, chaque samedi, il y avait des balles des spéciales jeunes, il y avait des occasions où l'artiste s'exprimait. Et ça leur permettait, tant bien que mal, de se faire un peu d'argent. Maintenant est arrivée cette idée d'orchestre militaire, d'orchestre de corps. Alors c'est ça qui a tué la musique, qui a porté un coup à Kweza, Massako et les Diablotins. Donc ils ont fait des rafles dans les orchestres, ils ont récupéré tous les musiciens qu'il y avait dans ces orchestres civils pour les intégrer dans ces orchestres de corps. La conséquence, c'était la mort de ces orchestres, et puis pour se retrouver avec 3 grands orchestres qui n'étaient que des orchestres de corps. Bon, maintenant que ces orchestres de corps sont morts, il n'y a plus d'orchestre. Donc voilà une décision qui a été vraiment fatale pour la musique gabonaise. Nous ne pouvons que déplorer le fait que on ait posé un acte aussi nuisible et que ensuite on en soit arrivé à la mort de ces 3 grands orchestres. Vous pensez qu'on peut encore rattraper le tir avec justement l'essor des home studios, ce n'est pas la même chose. Avec l'enregistrement numérique ou avec un ordinateur, une seule personne peut tout faire? Vous pensez qu'on peut encore rattraper le tir? C'est difficile à rattraper parce que le home studio, ça permet justement... en fait, un studio d'enregistrement permet à une multitude de personnes de travailler pas forcément en même temps. Ça veut dire que chacun peut passer à son tour, il enregistre sa pièce et puis il s'en va. Et puis ensuite, il y a un mixage qui est fait, donc on rassemble tout ça. Et comme si aujourd'hui, avec le numérique, je peux chanter ici, pourvu que j'ai une gamme, je chante, j'envoie ma voix quelque part, on ajoute de la musique, on me renvoie le travail, il est terminé. Donc on n'est plus obligé, comme à l'époque, de nous retrouver ensemble dans un orchestre pour enregistrer. Donc, rattraper le tir, ça sera un peu difficile. Mais il y a que l'esprit, la musique, c'est d'abord cet élément qui rassemble les gens. Et le live, s'exprimer de manière tout à fait naturelle, ce n'est pas la même chose que c'est pas la même chaleur lorsqu'on passe par des artifices.
Nous arrivons au terme de notre émission. Juste vous rappeler que nous parlions des effets de la pandémie du coronavirus sur le quotidien des artistes et que nous recevions Monsieur Marcel Djabio, qui est artiste, musicien, arrangeur, producteur. N'oubliez surtout pas de respecter les mesures barrières. Le saviez-vous ? Vous protégez et protégez les autres, limitez les déplacements non essentiels. Appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternez dans le pli du coude ou utilisez un mouchoir à usage unique. Jetez immédiatement le mouchoir dans une poubelle fermée et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les accolades et les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. En cas de symptômes de fièvre, de toux, d'éternuement et de difficultés respiratoires, restez chez vous et contactez gratuitement le 1410. Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ce qu'on aime. Ensemble, luttons contre la propagation du Covid-19. Madame, Monsieur, vous aviez à la prise de son et à la réalisation Shelly Madea et au micro avec moi, Fabien Guillaume Kevele, Gérard Malikous, c'est moi. Allez, ne quittez pas votre confort d'écoute, restez toujours câblés sur les émissions de Radio Gabon. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Vous êtes câblés sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.